Merci. Je remercie Katerina Kolosova, Arsensenkou et l'Institut des sciences humaines et sociales pour leur invitation. Je remercie Ivana Momcilovic et l'édition Yougoslavia qui supervise les activités intellectuelles balkaniques. Je remercie l'ambassade de France et du français pour leur soutien, les traductrices, parce que je sais que c'est toujours une épreuve de me traduire, et je remercie l'ensemble d'entre vous. J'ai donné comme titre à mon intervention « Temps, récit et politique ». Pour l'introduire, je voudrais rappeler quelques idées qui soutiendront ce travail parce qu'ils soutiennent l'ensemble du travail que j'ai mené depuis une quarantaine d'années sur des objets et dans des domaines apparemment éloignés, puisque j'ai parlé des formes de l'émancipation ouvrière ou des régimes d'identification de l'art, des transformations de la fiction littéraire ou des principes de la démocratie, des présuppositions de la science historique ou des formes de consensus construites par les appareils dominants. Ce qui unit tous ces domaines de recherche, c'est une attention à la façon dont les pratiques et les savoirs impliquent une certaine cartographie du monde commun, des formes de visibilité et d'invisibilité qui le structurent, des manières dont des sujets occupent ce monde commun selon des formes de coexistence et d'exclusion. C'est la manière dont des événements et des rapports entre événements ils sont identifiés, et donc dont des possibles et aussi des impossibles sont identifiés en fonction de tous ces éléments. J'ai proposé de nommer partage du sensible ce système de rapport entre des manières d'être, de faire, de voir et de penser, qui déterminent à la fois un monde commun et la manière dont les uns et les autres ont part à ce monde commun. Or, les catégories temporelles y jouent un rôle essentiel. En définissant un maintenant, un avant et un après, elles prédéterminent aussi la manière dont un monde commun nous est donné à percevoir et la place que les uns et les autres y occupent. Un récit du temps définit toujours en même temps deux choses. D'un côté, il définit le cadre de l'expérience. Il dit ce qui est maintenant présent, la façon dont ce présent se rattache à un passé ou s'en détache, dont il permet ou dont il interdit des futurs. Mais il définit aussi en même temps des manières d'être dans le temps, c'est-à-dire des manières de lui être accordées ou désaccordées, de participer sur le mode de l'accord ou du désaccord à un pouvoir de vérité ou d'erreur qui est lié à son déroulement. Le récit du temps dit en même temps ce qu'un cours du temps rend possible et la façon dont les habitants de ce temps ont ou n'ont pas la capacité de se saisir de ces possibles. Cette articulation est une fiction, mais il convient de s'entendre sur le sens du mot fiction. Une fiction, ce n'est pas l'invention d'un monde imaginaire. C'est la construction du cadre au sein duquel des sujets, des choses, des situations peuvent être perçus comme reliés en un monde commun. Et des événements peuvent être pensés et ordonnés en un enchaînement intelligible. En ce sens, la politique et les savoirs sont fondés sur des fictions aussi bien que les œuvres dites d'imagination. Et le récit du temps est au cœur de ces fictions qui structurent l'intelligibilité des situations, c'est-à-dire aussi leur acceptabilité. Le récit du temps est toujours en même temps une fiction de la justice du temps. Cette expression justice du temps peut rappeler une célèbre sentence d'Anaximandre, le philosophe grec, sur la façon dont les choses subissent le paiement de leur injustice selon l'ordre du temps. Bon, cette phrase est surtout connue à travers le commentaire qu'en a donné Heidegger, mais c'est d'une façon assez différente que je voudrais placer ce rapport entre la justice et l'ordre du temps au centre de mon exposé aujourd'hui. Il me semble nécessaire de rappeler cette structuration fictionnelle du temps face aux analyses sur notre présent qui ont fleuri pendant les 25 dernières années. En effet, l'effondrement de l'Empire soviétique a accrédité une vision simple de notre temps. On a dit qu'avec cet effondrement, ce n'était pas simplement un système étatique et économique qui était en ruine, c'était un âge de l'histoire qui se clôturait. C'était l'âge qui avait chargé le temps de faire advenir une vérité cachée au cœur du mouvement même des choses et qui avait identifié l'avènement de cette vérité avec l'avènement d'un monde de justice. C'était donc comme si le temps avait été dépouillé de cette fiction
dépouillé des promesses qu'on avait cru lire dans son passé et du futur qu'on lui avait donné comme but, comme s'il était rendu à son cours ordinaire. Bon, bien sûr, il y avait deux manières opposées de comprendre ce cours ordinaire. Pour les uns, c'était la sage gestion d'un temps délivré des futurs utopiques, un temps ramené au présent immédiat et à ses conséquences proches, où il ne s'agissait que de calculer les chances de prospérité présentées par des mesures prises pour les mois à venir et appelées à être vérifiées dans les mois à venir. D'autres, à l'inverse, identifiaient ce cours ordinaire du temps avec le temps crépusculaire d'une post-histoire, caractérisé par le règne nihiliste de l'incroyance généralisée et de la seule jouissance des bonheurs marchands. Mais dans tous les cas, s'imposait l'évidence d'une disjonction entre ce présent bien réel et les grandes attentes et illusions révolues d'un temps historique commandé par le futur. C'est ce qu'un philosophe, Jean-François Lyotard, résuma dans une formule frappante, la fin des grands précis. Très vite pourtant, cette évidence d'un changement radical de temporalité allait être remise en cause. D'un côté, les pays affranchis du futur communiste allaient vite se retrouver aux prises avec des conflits de récits nationaux retrouvés, des généalogies renouvelées de royaumes ou d'empires et des querelles d'ethnie et de religion. De l'autre côté, il allait vite apparaître que le libre marché triomphant avait lui aussi ses exigences à long terme qui demandaient pour assurer l'avenir le sacrifice des privilèges hérités du passé et des égoïsmes de l'intérêt présent. Il allait apparaître que la trop simple opposition des réalités solides du présent aux illusions de l'histoire recouvrait une division au sein du présent lui-même, une division des temporalités qui était aussi une division des possibles et des capacités. Pour comprendre la logique de ces retournements, il nous faut comprendre la logique temporelle plus complexe qui soutenait ce qu'on appelle les grands récits. Et pour cela, il nous faut faire un retour très loin en arrière, jusqu'au texte canonique qui a fixé en Occident les lois de la fiction et qui a imposé par là même une certaine figure de rationalité du temps. Je veux parler de la poétique d'Aristote. La tâche du poète, dit Aristote dans la politique, n'est pas de faire des vers, mais de construire une fiction, c'est-à-dire un lien entre des événements, une structure de rationalité causale. Car il ne s'agit pas de raconter les événements tels qu'ils se sont passés, mais de les raconter tels qu'ils ont pu se passer, à partir de leurs possibilités. Le poète construit un schème causal d'enchaînement articulé selon deux grands rapports. Un rapport entre fortune et infortune, et un rapport entre ignorance et connaissance. Il construit ainsi le rapport entre une histoire de justice et un modèle d'intelligibilité. Pour paraphraser Anaximandre, on pourrait dire que la tragédie chez Aristote définit un ordre du temps selon lequel les êtres accèdent à la connaissance en étant jugés pour leur injustice, une injustice qui est d'abord une ignorance. La tragédie liait ainsi durablement une intrigue de justice rendue à une intrigue de connaissance acquise. Mais il faut faire deux remarques sur la rationalité de cet ordre du temps. La construction de l'enchaînement selon lequel les événements sont possibles se fait, dit Aristote, selon la nécessité ou la vraisemblance. Nécessité savante et vraisemblance poétique sont donc équivalentes comme forme de rationalisation du temps et de la justice du temps. C'est que toutes deux s'opposent également pour lui à une mauvaise forme du temps, le temps de la simple succession, des choses qui arrivent les unes après les autres, sans lien causal. C'est là, dit Aristote, ce qui fait la supériorité de la poésie sur l'histoire. La poésie dit comment les choses ont pu arriver, l'histoire dit seulement comment elles sont arrivées dans leur succession empirique. Mais il faut ajouter ce qu'Aristote n'a pas besoin de dire dans la poétique. Cette distinction de deux types d'enchaînement temporel repose elle-même sur une distinction entre deux formes du temps vécu et deux catégories d'humains. Il y a des gens dont le présent se situe dans le temps des événements qui peuvent arriver, le temps de l'action et de ses fins, de la connaissance et de son loisir. En bref, le temps des gens qui ont le temps, ces hommes que l'on disait pour cela actifs. Et il y a des gens qui vivent dans le présent des choses qui simplement arrivent, les unes après les autres, le temps du quotidien répétitif et borné,
En bref, le temps des gens qui n'ont pas le temps, ceux qu'on nommait des hommes passifs. La rationalité causale des enchaînements temporels qui assure le passage entre fortune et infortune, ignorance et connaissance, s'articule à un partage des temporalités qui est un partage des formes de vie. Elle laisse tomber, en dehors de son domaine, la masse de ceux dont la forme de vie est vouée au temps de la pure succession et exclut par là même des fortunes et infortunes de la rationalité poétique. Ainsi se complète la justice du temps. Il y a dans ce modèle, d'un côté, la justice poétique du processus, qui fait passer les hommes actifs de la fortune à l'infortune et de l'ignorance à la connaissance. Mais il y a cette autre justice, qui est le sujet de la République platonicienne, cette justice qui consiste en une distribution ordonnée des activités, des espaces et des temps, reposant sur un préalable énoncé au livre 2 de la République de Platon, tout au début du récit qui dit l'origine de la cité. Ce préalable, c'est de maintenir dans l'atelier les êtres qui n'ont pas le temps de faire autre chose que ce qu'exige le temps. Et le temps, lui, n'attend pas. Telle est la distribution des temps qu'il faut restituer si on veut comprendre ce qui se joue dans ces formes de rationalité qu'on a appelées les grands récits. D'un côté, les grands récits modernes se sont appropriés la logique de la rationalité fictionnelle et ils l'ont justement appliquée à cette succession historique qu'Aristote opposait à la rationalité poétique. D'un côté, donc, ils ont récusé l'opposition des temporalités. Ils ont fait du monde des choses arrivant les unes après les autres, un monde aussi soumis à des lois d'enchaînement rationnel. Et même, c'est dans ce monde, c'est dans la réalité de la production de la vie matérielle que le marxisme a logé la forme matricielle de la causalité des événements humains. Par là même, il proposait un lien nouveau de la connaissance et de la justice. Alors que le mouvement historique qui produisait les conditions de la connaissance et de la fortune qu'elle promettait, produisait en même temps les écarts et les retards qui rejetaient les couches sociales dans le passé. Et elle reproduisait aussi, dans la pratique quotidienne des gestes du travail et des modes de pensée, le voile de l'idéologie qui enfermait les agents historiques dans l'ignorance de la nécessité. Une ignorance elle-même double. D'un côté, elle était la persistance du temps de la répétition, qui freinait indéfiniment l'accomplissement de la justice inhérente à la marque de l'histoire. De l'autre, elle était l'illusion de ceux qui ignoraient le caractère nécessaire de ce retard et se projetaient trop tôt dans l'avenir. L'opposition des temporalités, qui auparavant était une opposition entre deux mondes différents, se logeait ainsi au cœur même de la nécessité historique. Le même processus historique était comme vécu de deux manières différentes. Les uns vivaient dans le temps de la connaissance, celui de la connexion causale. Les autres, le plus grand nombre, étaient d'y vivre dans le temps de l'ignorance, celui de la succession non comprise, sous ses diverses formes, enlisement dans le présent de la répétition, attachement au passé dépassé, ou anticipation illusoire d'un avenir non encore possible. Ce n'est donc pas, comme on le dit, la simple foi en un avenir porté par l'évolution du temps qui a animé les grands récits de la nécessité historique. C'est le dédoublement de cette nécessité en principe de possibilité et principe d'impossibilité. Un dédoublement fondé lui-même sur la logique de l'opposition entre le temps des choses successives et celui de la connexion rationnelle. La science de cette nécessité a donc toujours été en même temps la science de la rupture possible de la domination et la science de sa reproduction nécessaire et du retard indéfini de la rupture. De ce point de vue, il est tout à fait faux que notre époque ait rompu avec la logique des grands récits pour se consacrer à la seule dimension du présent. Elle a simplement redistribué le rapport entre nécessité, possibilité et impossibilité. Elle a enfermé le possible dans la seule alternative de la reproduction de la nécessité existante ou de la catastrophe d'une humanité vouée à son autodestruction. La nécessité est alors devenue nécessité de la loi du seul possible ou du moindre mal, comme seule alternative au désastre imminent. Et pour assurer ce seul possible, la science de la connexion nécessaire a dû plus que jamais dénoncer l'ignorance des hommes de la succession empirique
résistant à la nécessité de la marche du temps. L'ordre capitaliste et étatique, qui a déclaré la fin du grand récit marxiste, en a repris la logique à son compte. En effet, il est vite apparu que le présent solide opposé par nos gouvernants et leurs idéologues aux rêveries d'hier sur le sens de l'histoire avait lui-même ses exigences à plus long terme. Ce présent, on disait libéré des promesses chimériques de l'histoire et de la Révolution, ne pouvait tenir lui-même ses promesses qu'en prenant en compte un processus historique plus large qu'on a appelé globalisation ou mondialisation. Il ne s'agissait pas simplement d'un ajustement empirique aux aléas du marché, mais d'un travail de mise en conformité du temps empirique des individus avec le temps rationnel de la production et de la distribution capitaliste des richesses. Un travail donc pour éliminer toutes les entraves à l'accomplissement de ces lois, c'est-à-dire, comme on sait, tous les systèmes de garantie des droits du travail et de redistribution des richesses sous forme de solidarité sociale et de services publics. Ce travail de mise en concordance des temps confié aux États supposait lui-même la construction d'une fiction nouvelle de la nécessité historique. C'est ainsi qu'aux illusions passées de la Révolution, l'Europe de Maastricht opposa le processus historique de ce qu'elle appela la réforme. Non pas des réformes, mais la réforme, comme guerre du temps rationnel de la nécessité contre les temps retardataires des hommes de la succession, attachés aux privilèges du passé et incapables de voir au-delà du présent. La logique dominante reprit ainsi à son compte le scénario marxiste de la guerre des temps. Au XIXe siècle, Marx et Engels avaient stigmatisé les artisans et petits bourgeois qui, par attachement à des formes sociales dépassées, entravaient l'essor du capitalisme et donc l'avenir socialiste de cet essor était porteur. À la fin du XXe siècle, le scénario fut réinterprété. Ce qui entravait la prospérité promise par la sage gestion du présent, c'était désormais les travailleurs en lutte pour défendre les droits collectifs du travail et les institutions de la solidarité sociale. Pour vaincre ce péché contre l'ordre du temps, on le rebaptisa. On transforma les travailleurs en lutte pour la défense des droits sociaux en privilégiés égoïstes, défendant leurs intérêts à court terme au détriment de l'avenir de leurs enfants. Sur cette base, on vit notamment dans mon pays toute une partie de l'intelligentsia de gauche apporter les justifications de la science marxiste au gouvernement de droite appliqué au triomphe de la réforme. Le sens de l'histoire était toujours là et commandait toujours de déblayer la voie de l'avenir. Mais l'avenir, dont il fallait déblayer la voie contre les hommes englués dans la routine du présent, ne s'appelait plus révolution socialiste, mais triomphe du libre marché. Le récit de la nécessité historique a ainsi été recyclé par les gestionnaires de cet ordre même dont ils promettaient la destruction. Il est vrai que face à cette annexion, ce récit s'est réaffirmé comme discours critique de l'ordre capitaliste du temps. Mais il l'a majoritairement fait sur le même mode, celui de la science attachée d'une part à montrer la nécessité de la connexion temporelle et de l'autre à dénoncer l'ignorance des habitants du temps empirique. Simplement, tandis que le discours officiel énonçait la nécessité historique du libre marché globalisé et dénonçait les ignorants qui refusaient de s'adapter à sa marche, le discours critique, lui, accusait les mêmes ignorants du péché inverse, celui d'être trop bien adapté à cette marche et d'en épouser les valeurs, soit sur le mode passif de la frénésie consommatrice et de l'esclavage du crédit ou de la fascination par le spectacle, soit sur le mode actif de la promotion de valeurs libertaires et anti-autoritaires qui brisaient les obstacles traditionnels à son développement. D'un côté, la critique du fétichisme marchand, de la société de consommation, de la société du spectacle, naguère occupée à démonter les rouages de la machine capitaliste, s'attachèrent de plus en plus à dénoncer l'individu démocratique affamé de jouissances en tout genre comme principal agent de reproduction du système marchand. De l'autre, les formes collectives de subversion anti-autoritaire furent dénoncées comme forme de construction des modes de subjectivité requis par les formes nouvelles du développement capitaliste. Ce fut notamment la thèse illustrée par un livre qui fut assez célèbre, Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Leurs auteurs s'attachaient à montrer comment le mouvement français de mai 1968
avait opposé à la tradition de la critique sociale fondée sur la solidarité une critique artiste fondée sur les valeurs individualistes d'autonomie et de création. Ainsi, disait-il, ils avaient donné au capitalisme, ébranlé par la crise de 1973, les moyens de se régénérer en intégrant ces valeurs de créativité et d'autonomie dans les formes nouvelles du management flexible. À leur suite, toute une littérature critique qui se veut radicale ne finit pas de montrer comment les valeurs de l'individu démocratique et de l'homme flexible contribuent aux formes nouvelles d'un travail capitaliste qui monopolise maintenant la totalité de la vie et à l'intégration subjective des valeurs du néolibéralisme. La pensée critique devient alors celle d'un cercle parfait, de la nécessité et d'une intégration de toute déviance au sein de ce cercle. Cette logique circulaire se prête elle-même, il est vrai, à deux scénarios. Il y a le scénario de la répétition, de la dénonciation éternelle d'une reproduction elle-même éternelle de la nécessité. Mais il y a aussi le scénario de la spirale catastrophique, qui voit l'humanité d'individus flexibles et de consommateurs frénétiques précipiter l'humanité vers le jour du jugement dernier, où elle expiera tous ses péchés contre l'ordre du temps. Ainsi, la logique du jugement de l'histoire s'est redistribuée selon deux grandes dramaturgies. Une première dramaturgie qui ramène le tribunal de l'histoire à la science des remèdes nécessaires pour maintenir en vie les sociétés, et une dramaturgie qui fait de cette vie même le scénario d'un jugement dernier. Ces deux dramaturgies sont deux manières de traiter le scénario qui est aujourd'hui dominant de la nécessité, le scénario de la crise. On sait l'importance que ce mot de crise a pris pour tout désigner aujourd'hui. Au temps de Marx, la crise économique était le signe des dysfonctionnements du système capitaliste, donc sa nature mortelle. Aujourd'hui, à l'inverse, la notion de crise est devenue la notion même sur laquelle elle assoit son pouvoir. D'un côté, en effet, la crise est simplement l'autre nom de la globalisation, la réalité dite incontournable qui commande de détruire toutes les arriérations opposées à la libre loi du marché. Mais d'un autre côté, la crise, le signifiant crise, est devenu la base même qui permet d'identifier l'exercice de la loi marchande avec la nécessité scientifique. Cette identification suppose que, derrière les mécanismes économiques, on réactive le sens premier de la notion de crise, son sens médical. Mais cette réactivation elle-même suppose une manipulation qui change le rapport même de la notion de crise au temps de la maladie. Dans la tradition médicale hippocratique, la crise était un moment bien défini. C'était le moment final de la maladie. Quand il y avait la crise, le médecin avait fait tout ce qu'il avait à faire, il laissait le malade affronter seul la bataille finale, d'où il sortait mort ou guéri. Or, dans l'usage maintenant dominant, la crise désigne tout le contraire. Non plus le moment de résolution, mais l'état pathologique lui-même. La crise économique devient ainsi une crise sociale, voire une crise anthropologique, une maladie de la société ou de l'humanité. Et cette maladie donne justement le pouvoir à ce personnage que la crise à l'ancienne mettait en congé, à savoir le médecin. Si la crise ne désigne plus le moment critique d'un processus, mais un état général de notre monde, il est clair que ce qu'elle réclame, ce sont les soins attentifs et ininterrompus des sciences financières qui gèrent cet état appelé crise. Ce qui revient à dire que la maladie de la crise n'est que la bonne santé d'un système d'exploitation. Mais appeler cette normalité du nom de crise, c'est justement recreuser sans cesse l'écart entre des malades qui vivent dans le temps successif, dans le temps pathologique, où crise signifie par exemple perte d'emploi, baisse de salaire, perte d'un avantage social, et puis ceux qui vivent dans le temps de la science, le temps où la crise désigne à la fois la nécessité globale connue par la science et la maladie des ignorants qu'il faut soigner. C'est donc confirmer à la fois non seulement la science des savants et l'ignorance des ignorants, mais aussi la culpabilité de ces ignorants dont la maladie est de ne pas avoir su gérer leur temps, adapter leur temps au temps global. Le temps, le grand récit de la justice du temps se ramène alors à la simple opposition du temps de ceux qui savent et du temps de ceux qui ignorent. Et en même temps, bien sûr, cette identité entre santé et maladie
se laisse interpréter selon le schéma catastrophiste apocalyptique qui fait de la crise une crise générale ou un jugement dernier des péchés humains. Nous ne sommes pas sortis donc du temps des récits. Les récits qui construisent l'adhésion à la domination ou ceux qui prétendent le contester restent pris dans cette logique fictionnelle qui remonte jusqu'à Aristote, la logique d'un enchaînement nécessaire des événements, elle-même fondée sur un partage hiérarchique des temporalités. À l'ombre du présentisme que l'on déclare régnant, toutes les autorités étatiques, financières, médiatiques et savantes travaillent à produire sans cesse ces écarts qui rendent les mêmes individus à la fois dépendants de la justice du temps global et constamment en faute à l'égard de ce même temps. Elles travaillent à reproduire en même temps la fiction de la nécessité globale et la différence entre ceux qui vivent dans le temps du savoir et ceux qui vivent dans le temps coupable de l'ignorance. Mais par là même, elle nous invite à renverser la perspective, à repenser la justice du temps, non plus du côté de l'avenir porté par le processus global, mais du côté de la division intime des temporalités. Derrière les variantes du discours sur la nécessité globale, il y a le partage premier, ou l'injustice première, séparant ceux qui ont et ceux qui n'ont pas le temps. Mais il y a aussi les combats pour remettre en cause ce récit du temps. Les combats menés par ceux et celles qui n'avaient pas le temps, pour prendre ce temps qu'ils ou elles n'avaient pas, pour fendre de l'intérieur le temps du travail qui n'attend pas. Dans mon travail sur les formes de l'émancipation ouvrière et sur la théorie de l'émancipation intellectuelle, je m'étais attaché à montrer la centralité de cet enjeu de reconquête du temps. Bon, je ne veux pas ici en reprendre tout le détail, mais simplement en extraire un ou deux éléments qui me semblent nécessaires pour aider à repenser ce qu'on peut appeler la justice du temps. Au cœur de la pensée de l'émancipation, il y a d'abord un changement de focalisation, une manière de repérer les enjeux de justice et d'injustice dans les scansions du temps quotidien. Il ne s'agit pas du tout de célébrer le quotidien contre le global. Il s'agit de dire que le global se joue toujours dans le quotidien. Le quotidien n'est pas le malheur à racheter en comprenant sa dépendance à l'égard de la connexion globale. Il est le temps dans lequel se concentre le tout de l'injustice d'une condition, mais aussi de sa possible réparation. C'est ce que j'avais développé il y a quelques années à Belgrade, en parlant de la méthode de l'égalité que vous pouvez même acheter aujourd'hui en traduction, ici, publicité donc gratuite pour l'éditeur. J'étais revenu pour cela sur une scène centrale de mon livre, La nuit des prolétaires, la journée de travail racontée dans les années 1840 par le menuisier Goeny. La journée de travail, telle qu'il la décrivait, c'était plus simplement le temps qui se partage pour le capital en reproduction de la force de travail et en plus-value. Pour le travailleur, elle est fondamentalement deux choses. D'un côté, elle est une occupation contrainte. Une occupation, ce n'est pas simplement l'exercice d'une activité, c'est une manière d'être dans le temps et dans l'espace. La journée de travail, en ce sens, est la contrainte quotidienne qui reproduit tous les jours le partage des temporalités comme partage des formes de vie. Mais elle est aussi le déroulement concret des heures et des minutes où se joue la possibilité d'un écart par rapport à la norme de la reproduction. La possibilité d'un travail du corps et de la pensée qui regagne sur la contrainte de l'espace, la déviation d'un regard qui emmène ailleurs la pensée, ou sur la contrainte du temps, l'écart d'une pensée qui fait travailler le corps plus lentement ou plus vite parfois, mais en tout cas autrement. J'avais analysé la dramaturgie des heures ainsi construite par Goeny et la façon dont, dans le rapport des mouvements de la pensée au mouvement du corps, se construisait une logique complexe d'écart entre un temps de la servitude renouvelée et un temps de la liberté conquise. Donc deux temps qui occupent le même temps chronologique. Mais la première reconquête, bien sûr, est celle qui décide de mettre en récit ce temps de la journée de travail, qui est par définition même le temps exclu de l'ordre des récits, le temps où il ne se passe rien. Et bien sûr, un tel récit est une fiction au sens où je l'entends. Le menuisier ne racontait pas sa journée de travail, il la fictionnait, il l'écrivait.
Et il l'écrivait justement comme le contraire de ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire qu'il l'écrivait comme un temps où, à chaque heure, il se passait quelque chose. Donc, journée de travail, alors, n'est plus simplement le microcosme où la science reconnaît la loi d'un système de production. Elle est un temps de repartage, de redivision des temps. Le récit écrit de la journée changeait la modalité d'expérience du temps. Mais bien sûr, il faut ajouter que l'écriture de ce récit supposait elle-même une autre altération de l'ordre du temps. Pour l'écrire, le menuisier devait prendre du temps, soit sur la nuit nécessaire à la restauration de ses forces de travailleurs, soit sur le temps du chômage, c'est-à-dire sur le temps normalement consacré à chercher un autre emploi. Ça veut dire récuser non seulement le partage aristotélicien entre le temps de la succession et celui de la causalité, mais aussi le partage que le même Aristote établissait au livre 8 de sa politique entre deux formes d'inactivité. La pause, qui, disait-il, restaure les forces du travailleur, et le loisir, qui nourrit l'esprit de ceux qui ne sont pas soumis à la contrainte du travail. Tel est le point fondamental au cœur de cet usage du temps qui définit le travail de l'émancipation. Le tout de la justice ou de l'injustice du temps est présent à chacun de ces moments. À partir de ce changement d'échelle se définit une justice du temps qui n'est pas remise au sens d'ensemble de la marche du temps, mais qui s'exerce au contraire comme division du temps, comme production d'écarts, qui ne sont plus des retards ou des ignorances à l'égard de la marche nécessaire du temps, mais des ruptures de la logique normale de division et de hiérarchie des temporalités. Le temps se divise de l'intérieur à partir de la reconquête de ces moments. Le moment, en effet, est puissance de production d'un autre temps. Ce qui veut dire qu'un temps, ce n'est pas la longue durée qui s'oppose à l'éphémère du moment, mais au contraire, un temps est l'expansion de la puissance d'un moment. D'un moment, c'est-à-dire d'une redistribution des poids sur la balance des destinées. On sait que bon, un momentum en latin, ça veut dire aussi ce changement finalement des poids sur les balances. C'est cette puissance, disons, du moment, construisant un autre temps, qui était au cœur de la théorie d'émancipation intellectuelle de Joseph Jacotot que j'ai exposé dans Le Maître ignorant. Il y a un temps normal, le temps du processus d'éducation des individus et des sociétés, qui est la reproduction sans cesse renouvelée de leur incapacité, au nom même d'un savoir et d'une égalité promise au terme du chemin. Et il y a le temps de la capacité des mêmes individus, un temps dont on peut commencer à tracer le chemin pour essayer de le vérifier à partir de n'importe quel point et de n'importe quel moment. Cette puissance du moment qui commence un autre temps, ce n'est pas simplement celle de l'émancipation individuelle. Elle caractérise aussi les journées révolutionnaires où le peuple des hommes passifs oublie le travail qui n'attend pas et sort des ateliers pour affirmer dans la rue sa participation au temps commun. Dans un texte célèbre, Walter Benjamin, vous voyez là une puissance d'explosion du continuum temporel. Vous le voyez symbolisé dans l'anecdote de l'homme qui, lors de la révolution parisienne de juillet 1830, aurait tiré sur les horloges pour arrêter le temps, à la manière de Josué arrêtant le soleil. L'anecdote est sûrement inventée, mais de toute façon, je crois que ce qui est important, c'est que ce que produisent de telles journées, ce n'est pas tellement une explosion du temps, c'est plutôt l'ouverture d'un autre temps. Un autre temps où s'effacent justement les évidences qui structuraient la reproduction de l'ordre du temps. Un autre temps où se reconfigure finalement le champ des possibles et du même coup le pouvoir de ceux qui habitent le temps. C'est un nouveau temps commun qui est construit à partir des brèches opérées dans l'ordre du temps dominant. Bon, nous savons comment cette puissance de redistribution des temps, à partir de la reconquête des moments, s'est trouvée à la fois refoulée dans la tradition révolutionnaire marxiste et appropriée ailleurs comme principe d'une révolution de la littérature. D'un côté, la tradition marxiste l'a renvoyée du côté du mauvais temps, c'est-à-dire le temps de ceux qui veulent changer le temps en ignorant les lois scientifiques qui président à son enchaînement. De l'autre côté, la rupture dans l'échelle des temps a été le principe d'une autre révolution. Cette révolution moderne de l'art des récits qui s'est appelée littérature.
la révolution littéraire a très précisément remis en cause l'opposition d'Aristote entre le temps de la succession et celui de la connexion causale. Je pense ici au texte de Virginia Woolf, intitulé Modern Fiction, qui dénonce la tyrannie de l'intrigue romanesque et oppose ces enchaînements factices de causes et d'effets, la vérité de ces atomes de temps qui tombent incessamment sur nos esprits, et que l'écrivain doit retranscrire tel qu'il tombe sur nous. On a souvent assimilé cette rupture de l'ordre des temps avec le parti pris élitiste d'une littérature qui avait tout son temps pour détailler. Cette rupture dans l'échelle des temps a d'abord été la révocation de l'opposition entre deux catégories d'humains. Le temps de Virginia Woolf, le temps des atomes qui tombent les uns après les autres, c'est le temps commun aux humains dits actifs et aux humains dits passifs. C'est le temps que l'héroïne de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, partage avec toutes les vies anonymes qui croisent sa route dans la rue. C'est le temps de toutes ces vies anonymes qui s'emploient à briser l'ordre, qui les enferme du mauvais côté de la barrière du temps. Derrière la journée de Mrs. Dalloway, occupée à préparer sa partie mondaine du soir, il faut sentir la présence d'une autre journée, une journée décrite par Gustave Flaubert, la journée de la fille de paysan Emma Bovary, regardant derrière ses fenêtres se dérouler l'ordre toujours semblable des heures, et tentant de s'inventer une histoire nouvelle, brisant la répétition de cet ordre. Et derrière cette journée d'Emma Bovary, il faut sentir peut-être la présence de la journée du menuisier Goni, appliquée à transformer les heures de la servitude en heures de la liberté. La fiction littéraire moderne met en son cœur ce temps où le combat de la fortune et de l'infortune se livre à chaque heure du jour. Mais cela veut dire aussi qu'elle en a fait son temps propre, la texture nouvelle du récit, quitte à abandonner ses personnages au malheur de ceux et de celles qui ont voulu avoir le temps qu'elles n'avaient pas. Je pense qu'il peut être utile aujourd'hui de repenser ce jeu à trois entre les récits du processus global, la temporalité des moments d'émancipation et le temps de la fiction littéraire. Je pense que ça peut être utile pour sortir de la logique du grand récit de la nécessité sous ces deux formes, la gestion du seul possible ou la catastrophe finale. Je le crois utile en particulier pour repenser aujourd'hui les possibles connexions entre le temps vécu des individus et les moments de l'affirmation collective. D'un côté, il me semble nécessaire de remettre en cause les analyses en vogue aujourd'hui sur la conformité de l'individualité dite flexible ou de la subjectivité dite néolibérale avec la loi d'un processus global exerçant sa maîtrise sur tout le temps de la vie. Il me semble également difficile de souscrire à l'analyse de Negri-Eraft qui veut tirer de l'identité supposée entre le temps du travail et le temps de la vie une conclusion inverse, celle d'un futur monde communiste déjà présent dans le temps de la production capitaliste. Les formes contemporaines du travail imposent bien plutôt l'expérience d'un temps troué, un temps discontinu, fait de plein et de creux, passage incessant entre emploi et chômage, développement du travail à temps partiel, de toutes les formes d'intermittence, multiplication du nombre de ceux et celles qui appartiennent en même temps au temps du travail artistique et à celui des petits boulots alimentaires, au temps de l'étude et au temps du travail salarié, multiplication aussi du nombre de ceux qui sont formés pour un travail et en font un autre, qui travaillent dans un monde et vivent dans un autre. Ce temps fragmenté remet peut-être à l'ordre du jour la problématique de l'émancipation, celle du travail sur les moments du temps, celle de la guerre intime contre les partages hiérarchiques des temporalités, contre les partages de l'actif et du passif dans le temps du travail, de la pause et du loisir dans le temps du non-travail. Cette guerre pour la réappropriation du temps troué, peut être le principe d'un lien nouveau entre ruptures individuelles et ruptures collectives. C'est ce qui a mis en évidence il y a quelques années en France le mouvement de ceux qu'on a appelés les intermittents du spectacle. Au départ, cette grève concernait les menaces pesant sur l'indemnisation de chômage de ces artistes dont le temps est forcément partagé entre activités professionnelles visibles au public et temps nécessaire de préparation. Mais le cours de la grève a vu s'opposer deux tendances. Une partie des acteurs du mouvement
vous voulez lui garder sa spécificité de revendication catégorielle. Une autre a voulu au contraire généraliser la revendication. Elle a voulu mettre en évidence, dans ce temps intermittent des artistes, la forme générale vers laquelle tend maintenant le temps du travail précarisé, mais aussi mettre en évidence une forme nouvelle de lutte contre cette condition précaire, la formation d'un temps commun construit dans une guerre nouvelle sur le partage du temps. C'est aussi de ce point de vue qu'il peut être intéressant d'analyser les récents mouvements collectifs de ces dernières années, depuis le printemps arabe jusqu'au mouvement des indignés et au mouvement d'occupation des places, de Madrid à New York, d'Athènes à Istanbul. Leur importance a souvent été déniée au nom d'un partage simple des temps, celui qui oppose la réaction spontanée et son existence éphémère à la stratégie à long terme qui enchaîne les moments selon les connexions des moyens et des fins. Mais cette simple opposition laisse tomber le jeu bien plus complexe du partage du temps. C'est ce jeu, je crois, qui est contenu dans le mot même d'occupation, c'est l'importance qu'il a pris dans les mouvements récents. Ce mot d'occupation, en effet, renvoie à une question de justice incarnée dans la distribution même des espaces et des temps. La justice de la République de Platon consistait en une distribution des occupations qui commandait à chacun et à chacune de se tenir dans l'espace et le temps convenant à son activité propre. C'est de cette justice-là que les artisans du XIXe siècle voulaient s'émanciper en s'emparant du temps qu'ils n'avaient pas. C'est contre elle que les ouvriers du XXe occupaient leurs usines, transformant ainsi l'espace du travail asservi en espace d'un pouvoir commun des travailleurs. D'une certaine façon, la place ou la rue prend aujourd'hui la place de l'usine pour une population de travailleurs dispersés aujourd'hui par les lieux et les temps mêmes du travail, et donc obligés de recréer dans les lieux de la circulation urbaine l'espace d'un temps commun. C'est aussi le lieu où peuvent s'assembler en une même affirmation d'écart à l'égard du temps dominant, les multiples expériences du temps fragmenté, les multiples expériences de dépossession et de reconquête du temps qui caractérisent le présent du travail précaire. Ce présent du travail précaire, il est commun aux petits vendeurs de rue tunisiens dont le suicide déclencha la révolution de Jasmin et aux diplômés sans emploi présents sur les places occupées de Madrid ou de New York. Occupés comme peuple anonyme, le lieu indéterminé de la circulation, alors que le peuple ouvrier d'hier occupait les lieux où le travail avait déjà assemblé, c'est aussi remettre au centre du conflit la distribution des espaces. Il n'est pas indifférent qu'une des occupations les plus significatives des mouvements récents, celle de la place Taksim à Istanbul, soit partie d'un conflit sur la destination d'un lieu, sur sa transformation de lieu de loisirs accessible à tous pour des usages indéterminés en un complexe de lieux de pouvoir et d'espaces marchands. Mais c'est significatif aussi que l'occupation des places ait été le temps d'une rencontre entre des expériences temporelles multiples, qui se sont traduites aussi en formes multiples d'action sur le temps. C'est comme si les formes nouvelles de l'action collective mettaient en œuvre, à la place des temporalités stratégiques d'hier, ces formes de coexistence des temporalités que la révolution littéraire avait opposées à la tyrannie traditionnelle de l'intrigue causale. La temporalité de l'occupation est une conjonction de plusieurs formes de reconquête du temps. Il y a ces interruptions du cours normal, des heures et des activités, qu'a symbolisé sur la place Taksim à Istanbul la performance du standing man se tenant debout, immobile et muet, durant 8 heures en face du centre culturel Atatürk. Un type d'interruption qui témoigne justement des formes nouvelles de rencontre entre le temps de la performance artistique et celui de l'action politique. Il y a par ailleurs les formes d'organisation d'un temps collectif de discussion et de diffusion autonome, donc d'un temps de discussion, on veut dire politique, autonome par rapport aux formes institutionnelles de la vie publique. Il y a les formes d'organisation d'une vie quotidienne collective au sens le plus matériel, disons à quoi ces occupations ont donné lieu, et il y a l'effort pour installer dans la durée
ces mouvements de reconstruction d'un temps commun, sous forme d'institutions sociales, affirmant la capacité de tous, sur tous ces terrains où, dans le système dominant, la gestion du temps s'identifie à une production d'écart, depuis le système de la production des biens jusqu'à ceux de la transmission des savoirs, des soins ou de la circulation des informations. On sait comment les mouvements récents ont remis à l'ordre du jour ces formes alternatives d'organisation du temps de la vie, depuis la coopérative de production jusqu'à toutes les formes d'éducation alternative, toutes ces formes alternatives du temps d'horizon du temps de la vie qui avaient joué un grand rôle dans les mouvements ouvriers du passé, comme forme de l'avenir anticipé dans le présent. Bien sûr, ces mouvements ont remis en lumière du même coup les contradictions de ces formes d'anticipation. Mais mon problème aujourd'hui n'était pas de désigner les bons modèles de l'avenir, était simplement d'inviter à un réexamen des modèles dominants qui servent aujourd'hui à penser le rapport entre trois choses: le cours global du temps historique, les formes de la domination et le temps de nos vies. J'ai proposé donc d'opérer un double déplacement par rapport à ces modèles dominants. Contre les analyses qui nous prétendent sorties du temps des grands récits et dévouées au seul présent, j'ai cherché à montrer au contraire comment le récit de la nécessité historique continue à structurer le temps dominant, au prix de transformer les promesses de libération en constat désabusé de la suggestion ou en prophétie de la catastrophe finale. J'ai rappelé comment ce récit de la nécessité s'enracinait lui-même dans un partage hiérarchique des temps qui ne cessait de reproduire. J'ai tenté de montrer comment, alternativement, une autre pensée du temps et de ses possibles pouvait être tirée des formes de lutte et des formes de récit qui ont remis en cause et qui continuent encore aujourd'hui à remettre en cause ce partage hiérarchique des temps. J'ai tenté en somme de montrer qu'il n'y avait pas de politique sans poétique, et que cette politique, il était possible aujourd'hui et peut-être nécessaire de la repenser. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner pour cette réflexion sur le temps.